du point de vue de l'historien. J'essaie d'expliquer Louis XVIII, et d'ailleurs il y a un parallélisme entre Louis XVIII et Napoléon. Ce sont deux hommes qui croient profondément en leur destin, en leur étoile, et qui n'auraient pas retrouvé le pouvoir l'un et l'autre s'ils n'avaient pas eu cette foi incroyablement chevillée au corps en leur destin. Ça, c'est un premier point, et ça les rapproche. Dieu sait que Tout le tout, par reste, ailleurs, les divise. Et ce et qui les après- rapproche encore, c'est la solitude du pouvoir. Et ça m'a fasciné. Et du point de vue de Louis XVIII, cet homme qui a une incroyable intelligence politique, qui a eu la faculté de comprendre les acquis de la Révolution, de les admettre et de les intégrer, alors même que du point de vue de son éducation, du monde de l'Ancien Régime, d'où il vient, il n'y avait aucune raison de penser qu'il aurait été capable de le faire. Eh bien, voilà un homme qui se retrouve incroyablement seul, particulièrement sous les 100 jours. Il est seul, évidemment, parce qu'il a affaire à un adversaire ô combien redoutable qui est Napoléon. Mais parlons Mais peut-être aussi de sa famille. mais lui. il est aussi seul au sein même de sa famille. C'est un vieux roi, il a plus de 60 ans, il est podagre, il est goûteux, il est probablement plus ou moins impuissant. En tout cas, il n'a pas de descendance directe. Il est obligé de compter sur la descendance de son frère, qui est en opposition politique ouverte avec lui, qui lui croit que la révolution n'a pas de racines profondes dans le pays, que la révolution est le fruit d'un complot, et donc qui est fasciné, lui, par une sorte de retour miraculeux À l'Ancien de l'Ancien Régime, ce qui n'est pas du tout le cas de Louis XVIII. Il est donc en opposition avec ce frère ambitieux, qui est suivi, ce frère, par tout le reste de la famille, la duchesse Et qui a un d'Angoulême, fils, ce frère. son fils, le duc de Berry, etc., etc. Ça, c'est une première forme de solitude. Mais il y en a d'autres. Il est seul aussi par rapport à ses cousins d'Orléans. Et là, il y a une sorte de danse du ventre qui est menée par le futur Louis-Philippe, premier roi des Français, qui attendra encore 15 ans pour accéder au pouvoir en 1830, mais qui était sur le point d'obtenir le pouvoir en 1815, et qui mène un jeu incroyablement subtil par rapport à son cousin, le gros Louis XVIII. Louis 2 fois 9, comme on disait dans l'armée, le gros cochon. Cochon 18. Cochon 18 pour dire les choses de façon un peu abrupte. Et puis il est seul enfin par rapport à ses pseudo-alliés européens. Ceux qui se disent ses alliés, c'est-à-dire cette coalition qui se reforme immédiatement contre Napoléon au moment où Napoléon revient en France, revient au pouvoir, parce que Napoléon est le plus petit dénominateur commun de cette Europe Oui, par si vous ailleurs, montrez les alliances. divisée, mais qui miraculeusement va se reformer pour terrasser définitivement le récidiviste, celui qui, à nouveau, inculque la peur à l'Europe et qui, à nouveau, remet en question la paix européenne. Ça, c'est le point de vue de l'Europe. Ces alliés ne sont pas plus alliés que ça du roi Louis XVIII. En réalité, ils vont profiter de la situation pour l'exploiter et pour affaiblir, autant que faire se peut, cette France dangereuse, cette France perpétuelle trublion de l'Europe, cette France qu'il faut en partie dépecer, occuper en tout cas, et c'est ce qui va se passer à l'issue des 100 jours et du second traité de paix qui va être signé entre la France et l'Europe. À la différence du premier, ce second traité de paix sera extrêmement sévère, avec une indemnité très lourde, une occupation du territoire de 5 ans et des diminutions de territoire et des modifications de frontières aux dépens évidemment de la sécurité française. Et le début de la haine presque franco-allemande. La bataille de Waterloo, qui est une défaite pour Napoléon, est également une défaite pour Louis XVIII. C'est une victoire à la Pyrrhus et c'est une véritable défaite dans la mesure où cette victoire des Alliés si nette, si ample, si rapide, va profiter et va, je dirais, augmenter encore leur ambition de conquête du territoire. Donc à Waterloo, Wellington fait un peu, enfin c'est lui qui rappelle finalement Louis XVIII. C'est grâce à lui que Louis XVIII revient en France. Disons, il ne le rappelle pas. Non, il ne le rappelle pas. Mais... Louis XVIII revient au fond tout seul contre la volonté des Alliés, contre la volonté de tous les souverains européens. Alexandre Ier aurait préféré que le gros roi reste en Belgique et n'embête pas les Alliés dans l'opération de conquête qu'ils sont en train de mener en France. Et Louis XVIII, avec le petit clin d'œil de Wellington, qui fait partie encore une fois de l'avant-garde des armées alliées, va suivre les armées anglaises, profiter de la situation, selon l'idée que les absents ont toujours
toujours tort, pour mettre les pieds le plus rapidement possible à Paris. La situation à Paris n'est pas facile. D'un autre côté, aucun des étrangers n'a voulu traiter avec une assemblée qui était l'assemblée élue sous... En réalité, les Alliés ne voulaient traiter avec personne. Ils ne voulaient traiter ni avec la Chambre des représentants issue des 100 jours de Napoléon, ni avec Louis XVIII lui-même. Ils voulaient surtout profiter de la situation, des rapports de force qui leur étaient favorables à l'époque, pour exploiter au maximum cette situation. Enfin, ils n'avaient pas confiance en Louis XVIII, quelque part qui rendait responsable de l'échec de la monarchie. Oui, Louis XVIII était considéré comme un déclassé politique par les Alliés et plutôt comme un empêcheur de tourner en rond, hein, pour dire les choses, comme quelqu'un d'un peu encombrant. On aurait préféré, au fond, choisir soi-même, je vous parle des Alliés, le juste représentant, c'est-à-dire celui qui nous convient le mieux de la France à l'époque. C'est comme ça que ça aurait pu se passer. Alors Wellington, pour reprendre et pour répondre in fine à votre question, avait une position un peu différente dans la mesure même où il était extrêmement pragmatique et qu'il a considéré que des négociations, notamment sur la question des indemnités françaises à rendre aux armées alliées qui remontaient pour certaines à la Révolution, au consulat et à l'Empire, ces négociations avaient été commencées de toute bonne foi avec le régime de Louis XVIII sous la première Restauration et qu'elles devaient être poursuivies. Vous savez, la vision de Wellington est une vision très matérialiste, hein, presque économique et financière, et qu'elle pouvait être poursuivie avec ce même régime, donc avec ce Louis XVIII, dont il fallait défendre la pertinence et la cause. Du point de vue de l'historien. J'essaie d'expliquer Louis XVIII, et d'ailleurs il y a un parallélisme entre Louis XVIII et Napoléon. Ce sont deux hommes qui croient profondément en leur destin, en leur étoile, et qui n'auraient pas retrouvé le pouvoir l'un et l'autre s'ils n'avaient pas eu cette foi incroyablement chevillée au corps en leur destin. Ça, c'est un premier point, et ça les rapproche. Dieu sait que tout par ailleurs les divise. Et ce qui les rapproche encore, c'est la solitude du pouvoir. Et ça m'a fasciné. Et du point de vue de Louis XVIII, cet homme qui a une incroyable intelligence politique, qui a eu la faculté de comprendre les acquis de la Révolution, de les admettre et de les intégrer, alors même que du point de vue de son éducation, du monde de l'Ancien Régime, d'où il vient, il n'y avait aucune raison de penser qu'il aurait été capable de le faire. Eh bien, voilà un homme qui se retrouve incroyablement seul, particulièrement sous les 100 jours. Il est seul, évidemment, parce qu'il a affaire à un adversaire ô combien redoutable qui est Napoléon. Mais parlons peut-être aussi de sa famille. Mais il est aussi seul au sein même de sa famille. C'est un vieux roi, il a plus de 60 ans, il est podagre, il est goûteux, il est probablement plus ou moins impuissant. En tout cas, il n'a pas de descendance directe. Il est obligé de compter sur la descendance de son frère, qui est en opposition politique ouverte avec lui, qui lui croit que la révolution n'a pas de racines profondes dans le pays, que la révolution est le fruit d'un complot, et donc qui est fasciné, lui, par une sorte de retour miraculeux de l'Ancien Régime, ce qui n'est pas du tout le cas de Louis XVIII. Il est donc en opposition avec ce frère ambitieux, qui est suivi, ce frère, par tout le reste de la famille, la duchesse d'Angoulême. Et qui a un fils, ce frère. Son fils, le duc de Berry, etc., etc. Ça, c'est une première forme de solitude. Mais il y en a d'autres. Il est seul aussi par rapport à ses cousins d'Orléans. Et là, il y a une sorte de danse du ventre qui est menée par le futur Louis-Philippe, premier roi des Français, qui attendra encore 15 ans pour accéder au pouvoir en 1830, mais qui était sur le point d'obtenir le pouvoir en 1815, et qui mène un jeu incroyablement subtil par rapport à son cousin, le gros Louis XVIII. Louis 2 x 9, comme on disait dans l'armée, le gros cochon. Cochon 18. Cochon 18 pour dire les choses de façon un peu abrupte. Et puis il est seul enfin par rapport à ses pseudo-alliés européens. Ceux qui se disent ses alliés, c'est-à-dire cette coalition qui se reforme immédiatement contre Napoléon au moment
où Napoléon revient en France, revient au pouvoir, parce que Napoléon est le plus petit dénominateur commun de cette Europe Oui, par ça vous montrait les par ailleurs alliances. divisée, mais qui miraculeusement va se reformer pour terrasser définitivement le récidiviste, celui qui, à nouveau, inculque la peur à l'Europe et qui, à nouveau, remet en question la paix européenne. Ça, c'est le point de vue de l'Europe. Ses alliés ne sont pas plus alliés que ça du roi Louis XVIII. En réalité, ils vont profiter de la situation pour l'exploiter et pour affaiblir, autant que faire se peut, cette France dangereuse, cette France perpétuelle trublion de l'Europe, cette France qu'il faut en partie dépecer, occuper en tout cas, et c'est ce qui va se passer à l'issue des 100 jours et du second traité de paix qui va être signé entre la France et l'Europe. À la différence du premier, ce second traité de paix sera extrêmement sévère, avec une indemnité très lourde, une occupation du territoire de 5 ans et des diminutions de territoire et des modifications de frontières aux dépens évidemment de la sécurité française. Et le début de la haine presque franco-allemande. La bataille de Waterloo, qui est une défaite pour Napoléon, est également une défaite pour Louis XVIII. C'est une victoire à la Pyrrhus et c'est une véritable défaite dans la mesure où cette victoire des Alliés si nette, si ample, si rapide, va profiter et va, je dirais, augmenter encore leur ambition de conquête du territoire. Donc à Waterloo, Wellington fait un peu, enfin c'est lui qui rappelle finalement Louis XVIII. C'est grâce à lui que Louis XVIII revient en France. Disons, il ne le rappelle pas. Non, il ne le rappelle pas. Mais... Louis XVIII revient au fond tout seul contre la volonté des Alliés, contre la volonté de tous les souverains européens. Alexandre Ier aurait préféré que le gros roi reste en Belgique et n'embête pas les Alliés dans l'opération de conquête qu'ils sont en train de mener en France. Et Louis XVIII, avec le petit clin d'œil de Wellington, qui fait partie encore une fois de l'avant-garde des armées alliées, va suivre les armées anglaises, profiter de la situation, selon l'idée que les absents ont toujours tort, pour mettre les pieds le plus rapidement possible à Paris. La situation à Paris n'est pas facile. Que des personnes, aucun des étrangers n'a voulu traiter avec une assemblée qui était l'assemblée élue sous... En réalité, les Alliés ne voulaient traiter avec personne. Ils ne voulaient traiter ni avec la Chambre des représentants issus des 100 jours de Napoléon, ni avec Louis XVIII lui-même. Ils voulaient surtout profiter de la situation, des rapports de force qui leur étaient favorables à l'époque, pour exploiter au maximum cette situation. Enfin, ils n'avaient pas confiance en Louis XVIII, quelque part, qui rendait responsable de l'échec de la monarchie. Oui, Louis XVIII était considéré comme un déclassé politique par les Alliés et plutôt comme un empêcheur de tourner en rond, hein, pour dire les choses, comme quelqu'un d'un peu encombrant. On aurait préféré, au fond, choisir soi-même, je vous parle des Alliés, le juste représentant, c'est-à-dire celui qui nous convient le mieux de la France à l'époque. C'est comme ça que ça aurait pu se passer. Alors Wellington, pour reprendre et pour répondre in fine à votre question, avait une position un peu différente dans la mesure même où il était extrêmement pragmatique et qu'il a considéré que des négociations, notamment sur la question des indemnités françaises à rendre